La chasse va reprendre là, d'accord? Je vous dis ça pour faire attention, je vous dis ça si vous entendez des coups de feu, c'est normal, et en même temps c'est pas normal, d'accord? Mais disons, c'est légal, voilà, allez, utilisons le terme qui correspond, ça deviendra légal dans quelques jours, selon les départements. Donc là, on est dans l'Oise, ouverture le 17 septembre. Dans le Loiret, ça dit quoi? 17 aussi, je pense que ça va être beaucoup le 17, c'est-à-dire un dimanche, direct. Alors que beaucoup d'assauts demandent la fin de la chasse le dimanche, eux ils se disent on va reprendre le dimanche, ça me paraît bien. Et donc ça va poser des problèmes bien sûr aux animaux, qui vont vivre dans la terreur pendant 6 mois, mais aussi aux humains. Chasse des accidents en hausse en 2022. Je vais lancer le Zoom pour recevoir notre invité et pouvoir parler de tout ça ensemble. Mila, t'es là, tu m'entends? Ouais. Alors tout le monde, je vous présente Mila Sanchez, elle représente Un jour un chasseur, et donc c'est un collectif qui s'est fondé, allez, je veux pas dire de conneries, en 2020, c'est ça? Ouais, décembre 2020. Ok, suite à l'assassinat d'un ami à vous, c'est ça? Par un chasseur, dans le sud de la France? Ouais, exactement. Suite à la mort de Morgan Keane, je sais pas si parmi vous avez déjà entendu son nom, donc il avait 25 ans, il était en train de couper du bois dans son jardin. Et voilà, il a été tué par un chasseur qui venait d'avoir son permis. Votre mode d'action, en gros, c'est tenter de libérer la parole des gens qui vivent des scènes encore pires que de l'insécurité, j'allais dire insécurité, mais c'est pire que ça, dans les campagnes françaises, là où il y a de la chasse. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé à Morgane, c'est vraiment quelque chose, c'est le symbole de quelque chose d'universel, en fait, en France, c'est ça, non? Quand Morgan est mort, on savait pas que ça... Enfin, vraiment, on ignorait le fait que c'était comme ça partout en France. Et c'est en commençant à récolter des témoignages d'abord au niveau local. Enfin, on pensait que ça allait être au niveau local, donc on avait créé cette boîte mail Un jour un chasseur pour faire un état des lieux dans le Lot. Et quand on s'est rendu compte qu'en fait on recevait des mails de toute la France et que Morgan c'était pas du tout un cas isolé, que il y avait, enfin tous les ans il y avait des gens qui mouraient en se promenant, en faisant du vélo, même dans leur voiture, dans leur jardin, etc. C'est là où on s'est dit qu'il y avait vraiment un vrai problème et du coup l'idée c'était de rendre visible en fait tous ces drames. Ouais, donc du coup, vous avez créé une sorte de plateforme où les gens puissent, à travers vous, témoigner sur ce genre d'incident. Et donc, c'est pas forcément des morts, mais on voit par exemple sur votre compte Instagram, on va en voir 2-3 tout à l'heure, des histoires complètement dingues où quand on habite un peu la ville ou quand on fait pas trop gaffe, on a du mal à imaginer que ce soit possible, quoi. Mais des gens qui risquent leur vie, qui entendent des balles siffler autour d'eux quand ils se promènent avec leurs enfants, des animaux qui sont tués, etc. Et donc, vous en recevez souvent des histoires comme ça, exceptionnelles. Non, c'est pas rare du tout. Morgan, il est mort le 2 décembre. Le 7, on avait créé la boîte mail parce qu'on s'était dit on va faire quelque chose, on va rencontrer la députée au niveau local, les fédérations de chasse, on avait encore de l'espoir. On va faire en sorte que ça n'arrive pas. Et en fait, le compte Instagram, il a été créé le 13 décembre. Donc déjà, entre le 2 et le 13, on avait tout de suite compris, on était déjà submergés par les témoignages et c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on le diffuse. Et effectivement, en période de chasse, donc il y a un peu quand même une trêve pendant l'été, ça recommence en août, mais on va dire qu'on reçoit entre 10 et 20 témoignages par jour sur les 3 plateformes qu'on a, quoi, Facebook, Instagram et Twitter. Et effectivement, les gens nous écrivent et les tirs dans les voitures, dans les maisons, des choses comme ça, c'est pas du tout rare. Et puis après, il y a tout ce qui est mise en danger d'autrui, des gens qui se retrouvent en plein milieu de battues, qui ont dû faire demi-tour, enfin tout ce genre de choses en fait qui sont juste le quotidien des gens qui habitent dans les campagnes, quoi. Ouais, c'est un truc de fou et c'est quelque chose que beaucoup de gens savaient, mais là avec votre action et avec le fait que vous l'ayez vraiment rendu ça public à un plus grand nombre, que vous l'avez médiatisé, ça a pris une certaine ampleur et les gens en tout cas, grâce à vous je pense, en partie réalisent que c'est un vrai problème de société qui se passe. Nous on s'est rendu compte que le traitement médiatique il avait un grand rôle dans ça parce que quand on a commencé à faire des recherches dessus, en fait la plupart des articles c'était dans des articles dans la presse régionale. Et quand il y avait des victimes, on donnait pas forcément leur nom, leur visage, on donnait généralement un âge et une activité. Un promeneur de tel âge s'est fait tuer, mais disons que c'était pas, on en parlait peu en fait dans les grands médias nationaux. Enfin, ça contribue à cette invisibilisation, quoi. Et effectivement, le fait de tout mettre, de tout rassembler, une parole de gens qui habitent dans les campagnes, donc c'est une parole qui est finalement isolée, diffuse, il y a un omerta, les gens ont peur de s'exprimer. Donc le fait de tout rassembler au même endroit sur une plateforme. Et donc voilà, maintenant en fait ils peuvent plus dire on savait pas. Et c'est vrai que en lisant les témoignages sur votre Insta par exemple, on arrive vraiment à se mettre dans la peau de ces gens en se disant ça pourrait être moi à tout moment en fait. Et ça c'était quand même assez fort, quoi. Le 19 février 2022, Mélodie Maffy se promenait sur un sentier balisé à Cassagnoz dans le Cantal lorsqu'elle a été victime d'un tir mortel. Ce jour-là, des chasseurs organisaient une battue au sanglier à proximité et ont tiré en direction de ce chemin balisé. Est-ce qu'il y a eu un procès sur cette histoire? Comment ça a fini?
Alors le procès, il est toujours, la famille est toujours en attente du procès. Donc il faut savoir que cette histoire, Mélodie, elle est morte à peu près un an après, à 2 mois près, un an après la mort de Morgane. Et c'était juste à côté, en fait. Nous, ça nous avait beaucoup touchés parce que il y avait beaucoup de similitudes, quoi. Ils avaient tous les deux 25 ans à ce moment-là. Enfin, il y avait vraiment ils allaient avoir leur anniversaire juste après. Enfin, voilà, c'est un drame qui nous a marqué. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a essayé de rentrer en contact avec les proches assez rapidement. Et ça, c'est toujours quelque chose de difficile à faire parce qu'on ne veut pas non plus être un peu creepy ou quoi en essayant de les contacter. Et c'est dur aussi d'être dans le deuil, d'avoir des gens extérieurs qui sont déjà dans un combat. Il y a un peu toujours ce truc de méfiance, de doute, qu'est-ce qui se passe. Même, on va leur dire, la gendarmerie, moi j'ai eu des échos dans cette affaire-là par exemple, on va leur dire non, il faut absolument pas parler, ça va vous préserver, ça peut porter préjudice à l'affaire, alors qu'en fait, pas du tout. Un jour, un chasseur a tué mon père et n'a même pas passé 1 an en prison. Donc c'est les nouvelles sur une ancienne anecdote. Le 29 décembre 91, on remonte à l'ancienne. Christian Roy a été abattu par un chasseur alors qu'il faisait une promenade à moto avec un groupe d'amis à Ferrières-Larçon, en Indre-et-Loire. Christian et ses amis seraient entrés sans le savoir sur une propriété privée, comme souvent quand c'est pas grillagé en fait, parce que la plupart des forêts de France sont privées, mais comme c'est pas grillagé, que c'est à peine indiqué, on n'en sait rien. Bref, je fais une parenthèse. Et le proprio, alcoolisé au moment des faits, lui a tiré sans sommation une balle en plein cœur avec son fusil de chasse. On est aux States ou quoi ? Christian était papa d'une petite fille de 7 ans, il avait 33 ans. L'auteur du tir, ami et camarade de classe du procureur, bon ça je te demanderai après comment est-ce que vous êtes tombé sur l'info, a passé moins d'1 an en prison et continue aujourd'hui d'exercer comme docteur dans un petit village d'Indre-et-Loire, malgré la loi interdisant aux médecins de pratiquer en cas de casier judiciaire. Ça on dirait vraiment un film des années 70, genre un film de Mocky et tout, genre tout le monde se connaît, c'est des petits cercles avec le maire, le chasseur, le procureur et tout. Bref. Il n'a perdu ni sa licence, ni son permis de chasse. D'après les journaux de l'époque, c'était un excellent praticien, je lis ce qu'il y a entre guillemets, et un fanatique de la propriété privée, bah ça oui. C'est la fille de Christian, Alice, qui nous a raconté cette histoire 30 ans plus tard. Quelques mois après la publication du témoignage d'Alice sur les réseaux sociaux, une autre jeune femme, Estelle, nous a écrit « Il y a une 30aine d'années, mon papa a vu son meilleur ami se faire tuer sous ses yeux. Il faisait de la motocross en forêt. Un chasseur a pété un câble et a décidé de tuer Christian à bout portant. » C'est la même histoire ou c'est une autre histoire là ? Ouais, c'est la même histoire. Ah, d'accord, en fait, ce témoignage-là, il est un peu spécial parce qu'en fait, effectivement, en fait, il y a 2 personnes qui nous ont écrit pour le même fait qui s'est passé il y a 30 ans. Et donc, en fait, on avait eu déjà la fille qui avait 7 ans à l'époque qui nous avait écrit, qui nous avait parlé en fait de l'assassinat de son père. Et quand on a reçu le deuxième témoignage qui était du coup du point de vue de la fille d'un des témoins qui était là, en fait, ça nous a rappelé en fait le témoignage qu'on avait lu et du coup on leur a dit mais attendez, c'est la même histoire, on les a mis en contact. Effectivement, ils se sont rencontrés après ce témoignage-là. Et d'ailleurs, le meilleur ami du père en fait avait conservé les journaux de l'époque. 30 ans plus tard, 2 femmes qui ne se connaissaient pas décident de nous écrire, toujours marquées par cette mort violente, par cet acte commis par un homme qui n'aimait pas qu'on foule ses terres et qui n'aurait jamais dû obtenir et conserver son permis de chasse. Et là, il y a l'article « La mort au milieu du chemin ». Selon les amis de Christian Roy, le motard a été tué par le médecin de Ferrières-Larçon, sans avoir eu le temps de s'expliquer. Et il s'en est sorti grâce à un réseau de notables ruraux. Ouais. Histoire de dingue, ça. Il est pas, je crois qu'est-ce qu'elle dit qu'il est pas allé en prison, où il a fait 1 an de sursis ou je sais pas quoi. Ouais. Et effectivement, il continue d'exercer. Nous on avait son nom, on a checké, tu peux le trouver sur Google. Tu peux aller checker son cabinet, quoi. C'est assez dingue. Dans cet article, c'est là où ils disent que c'est un fanatique de la propriété privée. C'est complètement dingue déjà à l'époque parce que la propriété privée, c'est un peu aussi le mot que tous les chasseurs ont à la bouche. Ouais. Donc on fait que rien ne change, quoi. 1 an après la mort de Morgane, des chasseurs postaient en direction de sa maison. En décembre 2021, nous avons publié un témoignage dénonçant la présence de chasseurs postés juste devant la maison de notre ami Morgane, à peine plus d'1 an après sa mort. On a reçu un témoignage de quelqu'un qu'on connaît qui, en fait, a vu des chasseurs postés devant la maison de Morgane, devant là où sa maison, quoi. Là où ils avaient déjà tué quelqu'un, quoi. Ils sont revenus sur le lieu du crime, c'est ça que tu veux dire. Voilà, ils sont revenus 1 an après, exactement postés là où ils étaient postés quand Morgane est mort. Sachant que le petit frère était là, le petit frère qui est orphelin, qui vit tout seul avec son chien dans la maison, était là à ce moment-là, parce qu'elle venait le voir. Et en fait, elle a pris des photos et elle nous a envoyé le témoignage et les photos des gens postés vraiment devant la maison.
Et nous, on avait publié ce premier témoignage tel quel, avec les photos. On voyait pas qui était sur les photos. Ils étaient de dos. Enfin voilà, ils ont juste l'air de chasseurs. Voilà. Et on a eu une plainte qui a été déposée contre nous par la Fédération des chasseurs de Calvignac, donc le village où habite Morgane. Donc, et l'argument des chasseurs de Calvignac pour porter plainte contre nous, c'était de la diffamation parce que c'était soi-disant pas eux qui étaient responsables de la mort de Morgane, parce qu'à ce moment-là, pendant le confinement, c'était une autre fédération qui était là à ce moment-là, ou je ne sais pas quoi. Avant la prise de plainte, on a rencontré le maire du village qui nous a convoqué, il y a eu des menaces un peu, il nous a menacé de porter plainte, par là. Donc ça, c'était le maire. Après, la plainte, on l'a reçue du président de la fédération des chasseurs locales. Mais bon, il y a eu un peu ce truc d'intimidation, ce rendez-vous physique un peu bizarre. Donc après, il y a eu cette plainte. Effectivement, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va juste enlever et en fait reposter le témoignage sans les éléments qui posent question, quoi. Ils ont essayé de trouver même le nom de la personne qui nous avait écrit. C'est les flics qui demandaient ou c'est les chasseurs qui demandaient la police. Ah ouais, ok. Ils ont quand même fait une audition avec l'une de nous en physique. Et le jour où elle était auditionnée, c'était 2 jours après la mort de Mélodie. Et en fait, quand elle est arrivée au commissariat, ils ont fait ok, en fait, tu peux repartir, c'est bon, on va pas t'auditionner. Et je crois que c'était, il y a eu un truc qui s'est passé à ce moment-là où après ça, ils lui ont dit qu'ils avaient eu peur elle était juste, elle s'était ramenée tranquillement au commissariat, pas de problème, mais c'était dit, on avait peur que vous ramenez la presse, quoi que ce soit. Ils s'étaient fait des montagnes parce qu'ils pensaient qu'on aurait cette espèce de puissance, de pression qu'on n'avait pas du tout, mais effectivement, ça aussi, ça a été un élément. Certainement. Mais en fait, ce qui est hallucinant, c'est que en fait, après coup, et on l'a appris même beaucoup plus tard, donc ça c'était 1 an avant le procès, mais on a appris pendant le procès qu'en fait, la Fédération des chasseurs de Calvignac était bien co-organisatrice de la battue. Donc en fait, il n'y avait rien de diffamant dans le poste qui avait été fait à l'origine. Ils avaient quand même porté plainte contre nous. C'est évident que c'était plus une mesure pour vous intimider qu'autre chose. Comment des chasseurs peuvent-ils oser sans honte faire pression sur un collectif constitué d'amis d'une victime de la chasse et dont le but est justement de dénoncer ce genre d'injustice et de pression, au lieu de tenter de défendre à tout prix leur manque flagrant de respect vis-à-vis de la sécurité des habitants, du deuil. Attends, je peux mettre une musique épique pendant que... ouais, là on est sorti les violons un peu, mais... Au lieu de tenter de défendre à tout prix leur manque flagrant de respect vis-à-vis de la sécurité des habitants, du deuil et de la mémoire des victimes de la chasse. Tout en s'étonnant des tensions générées, les chasseurs devraient peut-être commencer à mettre un peu d'eau dans leur vin. Mettre un peu d'eau dans leur vin, au risque de finir par passer pour ce qu'ils sont. Et donc vous publiez des anecdotes de gens qui subissent la terreur au quotidien. On voit au fait que le fait qu'ils s'expriment à travers votre plateforme, ça libère quand même pas mal de choses et leurs voisins, leur famille se rendent compte que c'est normal d'en parler, que c'est pas normal de vivre ça. Et donc, à part raconter ces anecdotes, vous avez lancé les procédures administratives à tire-larigot et vous avez participé à une manif. Vous avez fait une manif, c'était en mode marche blanche pour Morgane. Ouais, celle de Cahors, c'était en janvier, donc c'était 1 mois et demi après la mort de Morgane. On en a fait une autre à Cajar, 1 ou 2 autres à Cajar. Vous avez vu co-organisateur d'une manif en Bretagne, je crois. C'était suite à la mort de Joël Villard. Ouais, d'accord, c'est vrai, je me souviens. Publication d'anecdotes pour libérer la parole, organisation de quelques manifs, et donc le Sénat lance une nouvelle plateforme. Si on a 100 000 signatures, les présidents des groupes parlementaires au Sénat peuvent se saisir de la pétition et en faire ce qu'ils veulent ou pas. En gros, c'est ça la définition. Et donc, mais pour la vôtre, comme elle a cartonné, il y a eu en 2 mois, je crois, il y a eu 120 000 signatures. Je la mets à l'écran. Ouais. Et du coup, ils s'en sont emparés. Ne serait-ce que pour faire de la com. On verra après comment ça finit. Mort, violence et abus liés à la chasse, plus jamais ça. Vous racontez l'histoire de Morgane et vous faites une liste de revendications. Dimanche et mercredi sans chasse. Formation plus stricte et renforcement des règles de sécurité. Contrôle et suivi des armes de chasse et des comportements à risque. Des sanctions pénales à la hauteur des délits commis. Et libération de la parole et reconnaissance des victimes de la chasse par l'État. Donc là, le Sénat s'en saisit. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Alors, à partir de là, il y a toute une suite d'auditions. Et donc au final, ils ont pondu un rapport. Je veux pas faire semblant de pas être au courant, d'accord ? Comme tu dis, j'ai été auditionné. Ce rapport était absolument à chier. Il y avait rien. Et non seulement... il reprenait toute la com de la fédération de chasse, quoi, de la FNC. Ouais. Tous les chiffres, tous les graphiques, toutes les phrases mal tournées qui sont dénuées
et d'aucune recherche scientifique qui était complètement réutilisée dans ce rapport. Ouais, c'était assez effarant. Le sénateur des Républicains, Patrick Chaize, auteur du récent rapport sur la chasse, a déposé une proposition de loi en phase avec les principales dispositions retenues par le gouvernement dans son plan pour mieux sécuriser la pratique. Délit d'alcoolémie, 4 500 € d'amende, c'est pareil pour les stupéfiants. La proposition de loi prévoit encore une uniformisation des règles de sécurité sur le territoire, comme le port d'un gilet fluorescent pour les battus. Elle donne enfin aux policiers municipaux les mêmes compétences que les gardes champêtres en matière de police de la chasse. Ok, l'article que je viens de lire là, il date de février. On est à la rentrée, la saison de la chasse va commencer dans quelques jours comme je viens de vous le dire. J'ai pas l'impression, j'ai plus entendu parler de ça depuis le lendemain de l'article. Est-ce que toi, qui as quand même été à l'origine, avec Un jour un chasseur, de ce rapport et donc de cette PPL, est-ce que ça a avancé? Est-ce que ça a été mis dans les tuyaux? Est-ce qu'ils vont... Absolument pas, on n'a aucune nouvelle. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as entendu, mais quand on était la semaine dernière, là, aux journées d'été des écolos, il y a Daniel Salmon, donc le sénateur écologiste qui faisait partie de cette mission, de cette commission qui était là, et qui a dit un truc du genre et de toute façon, la PPL de Chaize, elle a jamais été, on l'attend toujours, elle a jamais été déposée. Donc je sais plus qui croire là, j'étais perdue quand il a dit ça. Non seulement le rapport, donc les gens pendant le rapport se moquaient des associations et se moquaient des gens qui ont été tués par les chasseurs. Ensuite, le rapport avait des recommandations absolument pas au niveau. Les chasseurs ont même profité du rapport pour mettre des trucs qui les arrangeaient, genre par exemple plus de pouvoir de police aux chasseurs, des délit d'entrave à la chasse. Il y avait des subventions pour les lieutenants de louveterie. Ouais. Donc ils ont réussi à se servir de ce truc qui critiquait la chasse pour renforcer la chasse, et au final, dans cette PPL, il retire que un ou deux petits trucs du rapport qu'il avait fait qui était déjà bidon, et en plus, la PPL qui est sur bidon, rajoutée, tirée d'un autre bidon, elle est même pas appliquée, il la dépose même pas. Et 6 mois après, bon bah voilà, il n'y a rien qui a changé. Initiative suivante, parce que après, les conclusions stratégiques sur comment faire la révolution, on verra après, d'accord. Vous avez demandé à la Cour des comptes de faire un rapport. Dis-moi comment vous avez saisi la Cour des comptes, et 2, qu'est-ce que vous leur demandiez? Depuis qu'on a lancé Un jour un chasseur, on essayait de comprendre un peu comment est-ce que nous on finançait les chasseurs, via les subventions, via nos impôts, etc. Et en fait, on ne trouvait pas les chiffres. Et en fait, vraiment par hasard, on a vu que la Cour des comptes lançait une plateforme participative pour proposer des sujets. Donc on s'est dit on va proposer ce sujet-là. Et effectivement, du coup, notre projet a été retenu, et il y a eu un rapport qui dit en gros, plus ou moins, tu avais fait un tweet dessus, mais du coup, tu le connais bien, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est c'est opaque, on sait pas trop en fait. Mais du coup, nous, on demandait à savoir, mais du coup, j'ai l'impression qu'on sait pas forcément plus combien d'argent exactement et comment est-ce qu'il est utilisé. Et La juridiction financière chargée de contrôler les comptes de l'État a publié le 13 juillet son rapport sur le financement de la chasse en France. Les fédérations respectent insuffisamment leurs obligations de rendre compte, définies par la loi. Publication de leurs documents statutaires annuels, rapport moral, compte, rapport du commissaire aux comptes, procès-verbaux. C'est justement ce que pointait du doigt le collectif Un jour un chasseur. On apprend aussi que l'OFB ne peut pas assurer toutes ses missions de protection et de gestion de la faune sauvage par manque d'accès aux données. Le document met en lumière que la plupart des espèces chassables ne fait pas l'objet de quotas. La mise en œuvre d'une gestion adaptative s'est heurtée à une absence de consensus, les scientifiques consultés faisant notamment état d'un manque de données. Le constat demeure comme un aveu d'échec. Qu'est-ce que tu penses de ce rapport de la Cour des comptes? Il soulève des trucs complètement hallucinants, tout ce qui vient d'être dit, et le fait qu'on leur donne de l'argent pour soi-disant réguler les sangliers, mais en fait ils savent pas combien il y en a et combien faut réguler. Rien que ça, en fait, c'est écrit noir sur blanc sur la Cour des comptes, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent en fait? Et en fait, le problème avec ça, c'est que la Cour des comptes, elle a aucun pouvoir. C'est bien qu'il y ait ce rapport-là, mais en gros, ça va peut-être pas changer grand-chose, quoi. En fait, pour que ce rapport serve à quelque chose, il faut que le pouvoir politique central en France ait envie de s'en saisir et de le transformer en action. Et on dirait que c'est pas le cas, en fait. Ouais, certainement. Ou alors qu'il soit en fait beaucoup plus complété par en fait une analyse qui est des études solides qui soient menées pour trouver d'autres alternatives en fait à la régulation, à ce qu'ils appellent la régulation, que ce soit, si cet argent public il est utilisé pour en fait protéger les cultures de telle ou telle manière, en fait que ça soit plus rentable, qu'il y ait un plan en fait d'action qui soit beaucoup plus rentable pour l'État au niveau de cet argent public que en fait tous les ans donner de l'argent aux chasseurs et donner de l'argent aux agriculteurs. Suite à des destructions en fait qui pourraient être de cultures qui pourraient être protégées, mais en fait comme il n'y a pas de données et qu'il n'y a pas d'études, personne s'avance
en fait, sur d'autres solutions. Je voulais te demander un truc. Est-ce que tu as remarqué, comme moi en tout cas, qu'il y a un décalage entre quand on mate les sondages, absolument, tout le monde est d'accord avec nous, tout le monde comprend parfaitement notre problématique. Vous recevez, je sais pas combien tu l'as dit tout à l'heure, de témoignages par jour de gens qui vivent dans la terreur, qui entendent des balles siffler autour d'eux, etc., qui ont perdu un chien, un ami ou co-caisse à cause de la chasse. Comment est-ce que tu peux l'expliquer pourquoi dans les campagnes, les gens, ils se révoltent pas et ils se laissent couler dans le fatalisme et ils se laissent faire en fait? Nous, on s'en est rendu compte quand on a fait, par exemple, des marches blanches, des choses comme ça. C'est dur de mobiliser les gens, de les faire venir. Après, je sais pas si vous, Ava aussi, c'est beaucoup de terrain, donc peut-être que vous n'avez pas la même expérience. Mais moi, j'avais l'impression que c'était lié au fait que finalement, à la campagne, on est isolé, on est un peu loin de tout. Si on va aller en manif à Cahors, faut faire 1 ou 2 heures de route. Enfin, c'est loin, c'est compliqué, etc. Faut être véhiculé. Donc il y a peut-être ça qui joue, je sais pas. Et sinon, une autre chose, c'est qu'en fait, les gens, ils ont toujours peur de parler. Même moi, quand je rentre quand je rentre dans l'autre ou que j'ai, que je vois des gens, en fait, la chasse, on va pas en parler, personne m'en parle, quoi. Directement, c'est un peu comme si les gens, en fait, ils ont peur d'en parler, ils ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont tous un ami, un voisin, quelqu'un de la famille chasseur. Et je pense que ça joue cette pression-là. Les gens veulent pas vraiment montrer en fait qu'ils sont contre. Et même quand ils le sont, ils vont prendre des pincettes pour le dire, quoi. Et je pense que les réseaux sociaux, à travers l'anonymat, ça permet d'éviter ça en fait. Et c'est pour ça que ça a aussi bien marché. Enfin, ça marche quand on publie. Et les gens réagissent parce qu'en fait, ils peuvent se cacher derrière une vignette, un pseudo, et il se passe rien. Mais par contre, si leur mari est chasseur, moi j'ai déjà eu une amie de la famille dont le mari est chasseur qui va pas me parler de ça pendant 1 ou 2 ans, et au bout d'un moment elle va me sortir, mais tu sais, c'est vrai que moi j'ai regardé quand même tout le truc au Sénat, et quand même le dimanche sans chasse, ça serait quand même pas mal parce qu'on pourrait faire autre chose, quoi. Mais voilà, ça prend 2 ans avant que ça sorte, et ça reste très, on va dire, dans les formes, quoi. C'est vrai que nous aussi, quand la chasse à courre, on arrive à faire, genre par exemple, une fois on a réuni plus de 1000 personnes sur Compiègne, tu vois, c'était célébré dans la presse comme genre c'est une réussite, c'est un truc monstre et tout, alors que 1000 personnes c'est rien, quoi. Et donc tu dis peut-être que les gens dans les campagnes, ils ont pas cette culture de la manif, mais pourtant tu vois, quand t'as une manif de la CGT pour la réforme des retraites ou un truc comme ça, t'as quand même des milliers de personnes, tu vois. Et alors que pour la chasse, tu parles à tout le monde est contre. Et surtout, genre, pour la chasse à courre, sur Compiègne par exemple, tu vois, tout le monde connaît, tout le monde est contre, etc. Mais de là à aller se bouger et se montrer, être reconnu comme un anti-chasse, c'est autre chose que d'être un anti-Macron pour les retraites et tout. Genre, c'est beaucoup plus risqué, ça te met dans une case. Et comme tu dis, genre, vis-à-vis de tes proches et tout. Genre, moi par exemple, mon coiffeur, il est chasseur. Bon. Il m'a vu dans les journaux, donc on en rigole et on en parle et tout. Mais c'est vrai que si j'étais pas forcé d'être connu à cause d'Ava et tout ça, je l'aurais pas dit, tu vois. Même moi, en fait, oui, je vais pas en parler directement à des gens que je connais pas quand je suis, ou même que je connais et que je peux deviner en fait leur position si je suis dans l'autre, quoi. Et du coup, c'est bien pratique d'être anonyme ou quoi, ouais. Ouais. Vous avez lancé votre combat sur un truc qui est vraiment particulier, tu vois. Vous avez lancé, genre, comme on dit, une croisade un peu, tu vois. Après le meurtre d'un ami, genre, c'est quand même pas rien, quoi. Et là, le fait qu'il y ait eu un procès, que tu vois, je crois que tout ce qui existe dans cette société, quand il y a quelqu'un qui meurt, ça a suivi son cours. Même si, tu vois, le verdict, on peut en penser ce qu'on veut. Bon, moi, je pense que c'est absolument insuffisant et irrespectueux. Mais est-ce qu'il y a eu un tournant au moment du procès, genre, vous êtes passé de on défend la mémoire d'un ami pour la justice pour Morgane à genre on a un rôle universel dans la société. Effectivement, notre combat il est beaucoup plus large que Morgane maintenant, et enfin en tout cas assez rapidement je pense quand on a pris la décision de faire la pétition à peu près mars 2021. Elle a été publiée en septembre, mais en mars 2021, je pense qu'à partir de ce moment-là, peut-être après le rendez-vous avec Bérengère Abba aussi, ça a été un peu un déclencheur. On s'est rendu compte que les politiques ne feraient rien en fait, et que ça a été un déclencheur pour quelque chose de plus large. Et effectivement, maintenant, je sais pas trop si ça a été un tournant où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est refermé, parce qu'en fait, tout est resté un peu ouvert et un peu en plan, quoi. C'est des choses qu'on savait, qu'il n'y aurait pas forcément de vraies sanctions, enfin, et que ça réparerait pas grand-chose.
Je dis ça parce que souvent, tu vois, genre, t'as des drames, t'as des trucs horribles qui se passent. Dans ce genre de cas, t'as les familles qui sont très touchées par un truc. Ils se rendent compte que c'est un problème universel dans la société, tu vois, ce qu'ils ont subi, que ça leur est tombé dessus. Et donc, ils font des marches blanches, ils sont absolument déter et tout pendant des mois. Et après le procès, du coup, ils se retrouvent un peu dans le vide, tu vois. Et ils ont pas de, enfin, le côté politique de leur lutte, il disparaît un peu. Ils ont soit ils retrouvent la paix ou pas, soit ils sont un peu désarmés, et vous on dirait pas quoi. Genre, le procès il est passé, bon évidemment il a fini en autre boudin avec des gens qui sont encore en liberté, mais du coup vous avez encore la déterre pour vous battre malgré que cette page soit tournée, et vous avez peut-être même réalisé que les gens en fait ils avaient besoin qu'un jour un chasseur existe en fait, au-delà de Ouais. Ouais, bah, c'est vrai qu'on a eu il y a un moment de creux là, on a été quand même moins actifs. Il y a plein de projets en fait qu'on est en train de monter. Il y a des gros projets là qui sont en cours pour la rentrée normalement. Et on a aussi d'autres projets, voilà, de communication différents que ceux à travers les réseaux sociaux, Instagram et autres. Donc c'est clair qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Ouais, on a rien lâché. Et puis je pense qu'il y a un peu ce truc. Voilà, nous, des témoignages horribles, on en reçoit effectivement tous les jours et on s'identifie, on partage. Enfin, c'est difficile et enfin, on veut pas laisser les gens en fait dans la détresse dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Et effectivement, c'est le procès de Morgane, mais enfin, comme j'ai dit, il y a le procès de Mélodie. Enfin, on sait que potentiellement il y aura en fait un autre mort cette année parce qu'il y en a tous les ans. Enfin, pour nous, en fait, ça nous touche énormément tout ça en fait enfin, je sais pas, il y a une sorte de responsabilité. Qu'on ressent parce qu'on a réussi à avoir, enfin comme tu as dit à un moment, un peu renversé ce pouvoir là de force disons de communication où on a un peu une voix, enfin on nous écoute, donc c'est vrai qu'on se dit qu'il faut s'en servir parce que si c'est pas maintenant, ça sera quand quoi. ça là, pour ceux qui l'ont pas encore. Comment ça vous est venu, qu'est-ce qui vous a proposé ça, comment, enfin pourquoi, et achetez-le, c'est aux éditions Le Duc. Alors en fait c'est Pauline Gaillard qui nous a contactés sur Instagram hyper rapidement, enfin je pense 2 mois après la mort de Morgane, donc on n'avait pas du tout ce projet-là d'écrire un livre, on savait pas trop ce qu'on pourrait y écrire aussi, enfin au préalable, mais après avoir discuté avec elle et de voir en fait qu'elle nous laissait complètement carte blanche et qu'on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait. En fait, ça a mûri un peu comme ça. Et après, ça a été un livre qu'on a écrit un peu à 4 mains avec Léa. Le bouquin, il a un peu une vision politique générale. Genre ça parle pas vraiment que de la chasse. Genre, ça parle de féminicide et tout, ça parle des armes, etc. Et du coup, c'est quoi ton background politique à toi? Genre, comment tu te places vis-à-vis de ça? Enfin, on était tout un peu apolitiques avec les filles avant de créer Un jour un chasseur. Et donc, c'est ce combat-là, enfin, qui s'est co-construit en fait un peu avec Un jour un chasseur à ce moment-là. Enfin, on s'intéressait à la politique, hein, pas de souci. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément cette vision globale en fait et les enjeux un peu derrière sociaux, économiques et tout. Effectivement, ce livre, il est un peu, enfin, il est un peu en 2 parties. Il y a une partie, on est vraiment parti des témoignages. On en a sélectionné 5 qui étaient un peu représentatifs de tous ceux qu'on retrouvait et qui étaient un peu forts. Donc en fait, dans la première partie, il y a 5 témoignages et qu'on décrypte un peu et qu'on présente et qu'on essaie de relier en fait à des problèmes plus larges en fait, ouais, de société comme tu disais. Et dans la deuxième partie, c'est quelque chose d'un peu plus pratique avec des chiffres clés. On a un moment, on essaie de dézinguer les arguments fallacieux des chasseurs. Voilà, donc les contre-arguments qu'on peut leur opposer, et puis des choses un peu plus pratiques, comment retirer sa propriété. Les AK. À la chasse, ouais, voilà, ce genre de choses comme ça. Ceux qui l'ont pas dans le chat, vous déconnez, d'accord? Il est pas très cher en plus. Et c'est un vrai manuel théorique et pratique de résistance contre la chasse. Donc, il vous le faut. C'est gentil, merci. Merci infiniment, pour ce que tu fais. 2, pour être venu dans ce stream tout claqué avec 2 spectateurs et demi et qui crache en plus en plein milieu. Et puis, mais merci à vous, merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que tu fais, ton engagement, Ava, le stream. C'était super intéressant. On dirait que pour passer d'un ressentiment général des gens vis-à-vis d'un truc qui est assez évident, qui est la chasse, la fout le bordel, c'est dangereux, c'est un truc patriarcal, exécrable, c'est inacceptable pour les animaux, etc. À une révolte concrète, il y a des murs à passer, culturellement. Et ce qu'elles ont réussi à faire avec cet assaut, c'est au moins de libérer la parole. Et ça, c'est vraiment super. C'est vraiment super.